Bon, comme je vous disais, je suis Dr Garcia Fora, Alex, et bon, je suis le responsable pour tous les patients francophones ici à la clinique, à l'Institut Marquès de Barcelone, et le directeur scientifique de la clinique. Aujourd'hui, la thématique, c'était le désir d'enfant, c'est pourquoi je pense qu'on est tous connectés là aujourd'hui. Et bon, vous expliquer un peu le projet de PMA pour tout et pour toutes qu'on a ici à la clinique. Bon, vous savez bien que la loi espagnole pour la PMA pour tout et toute est différente que celle que vous avez en France, même si la loi française a changé l'année dernière, vraiment, pour l'instant, c'est encore compliqué de y accéder pour tout le modèle de famille. Il y a encore, malheureusement, parfois des listes d'attente ou parfois l'impossibilité de trouver des donneurs chez vous, même si on dirait que légalement, on pourrait bien y accéder. Pour l'instant, c'est aussi compliqué pour certains modèles de famille d'y accéder. C'est pourquoi on vous explique un peu, bon, c'est quoi la loi en Espagne à ce sujet-là. Bon, bah, la loi espagnole donne la possibilité à presque tous les modèles de famille aux techniques de PMA à partir de 18 ans. Et bien sûr, on peut faire des traitements sur des différents modèles monoparentaux pour des femmes célibataires, pour des couples hétérosexuels, mariés ou non mariés, et pour des couples biparentaux, couples de femmes mariés ou non mariés. Il y a des différentes situations où on peut accéder à ces techniques de PMA en Espagne. Bien sûr, des problèmes de fertilité, mais en même temps, pour des patients qui n'ont aucun problème de fertilité, aussi pour la planification de famille au présent ou à futur, spécialement pour les familles monoparentales ou couples de femmes où il n'y a aucun problème de fertilité, mais ont besoin, bien sûr, des techniques de PMA pour avoir un enfant, ou la préservation d'ovocytes, la congélation sociétaire d'ovocytes pour des patients qui, à ce moment-là, n'ont aucun problème de fertilité. Il y a plusieurs techniques que je suppose que vous connaissez bien, mais on va les expliquer assez rapidement. Il y en a qui sont vraiment pas invasives, très faciles, assez rapides, comme l'insémination artificielle, qui bien sûr a plein d'avantages, vu que c'est la technique la plus facile à faire. Malheureusement, en même temps, c'est la technique qui a le taux de succès le plus bas. Les inséminations, normalement, on peut le proposer pour des patientes, pour des femmes qui n'arrivent pas à 38 ans, où il y a parfois des problèmes sur la qualité du sperme du partenaire, mais où on peut encore améliorer cette condition-là et réussir à travers des inséminations. Pour des patients où il y a une cause inconnue d'infertilité, pour des patientes qui n'arrivent pas à 38 ans avec des troubles d'ovulation, et aussi quand il y a des difficultés, problèmes de sexualité au niveau du couple, mais ça peut nous aider à réussir. Ça serait bien sûr avec le sperme du partenaire, s'il y a un partenaire un masculin dans le couple. Et on peut accéder aussi au sperme du donneur assez facilement ici chez nous. Pour des femmes seules ou célibataires ou pour des couples de femmes, quand il y a un facteur masculin très sévère qui ne donne pas la possibilité de réussir avec le sperme du conjoint, ou quand il y a un problème génétique ou chromosomique du côté masculin, et on ne veut pas augmenter les risques sur les bébés ou sur les embryons. Comme je vous disais, c'est une technique assez facile à faire, pas invasive, mais malheureusement, le taux de réussite reste autour entre 20 et 25% selon l'âge des patientes, spécialement le taux de naissance avec le sperme de conjoint reste autour du 15%, avec le sperme de donneur autour du 20%, et quand on dépasse 38-39 ans, vraiment est assez bas.
Pour des patientes où on a déjà eu plusieurs échecs sur des inséminations précédentes ou des patients où déjà dépassent les conditions pour réussir sur des inséminations, il y a des techniques plus invasives, plus complexes comme la fécondation in vitro. Bien sûr, on peut la faire avec le sperme du partenaire masculin, si un partenaire masculin ou d'un donneur de sperme. Pour des patients où il y a eu des échecs sur des inséminations précédentes, pour des patientes où les trompes sont bloquées, comme je vous disais, à partir de 38 ans, normalement, on ne va pas préconiser des inséminations, vu que le taux de réussite est assez bas et le taux de fausse couche commence à augmenter énormément. Quand il y a des problèmes du côté masculin que vraiment on ne peut pas améliorer à travers des inséminations, quand il y a aussi un problème au niveau de la réserve ovarienne, soit pour l'endométriose, des chirurgies précédentes, ou simplement une faible réserve ovarienne selon l'âge des patientes. Pour des patientes où il y a une infertilité de longue durée, pour des maladies génétiques où on a besoin de tester les embryons et faire le diagnostic préimplantatoire, ça on ne peut pas le faire sur des inséminations, on a besoin d'avoir des embryons en culture. Pour une cause inconnue d'infertilité mais de longue évolution, et bien sûr, même situation pour des femmes célibataires ou des couples de femmes où on n'a pas réussi à travers des inséminations, où vraiment il y a des facteurs qui nous disent qu'on ne va pas réussir à travers des inséminations. Il y a différentes phases dans la fécondation in vitro, mais là, on n'a pas écrit la phase de diagnostic, que normalement est assez importante, de bien évaluer la réserve ovarienne et les conditions des patientes avant de s'y lancer, de commencer. Même si normalement, pour les patientes qui nous arrivent et qui ont déjà fait le bilan de fertilité, habituellement, tous ces examens ont été déjà faits par son gynéco, ou parfois on vous envoie les ordonnances pour compléter le dossier assez rapidement. Au moment où le dossier est complet, on sait bien ce qu'on veut faire. Il y a 4 étapes. La première étape, normalement, sera chez la patiente. C'est la partie de stimulation ovarienne que normalement, ça prend 10-12 jours où il faudra faire des petites piqûres au ventre et à partir de la première semaine, des échographies tous les 2 jours chez votre gynéco. Et on essaye de faire pousser plusieurs follicules pour ultérieurement récupérer des ovocytes pour traiter au lab. La deuxième étape, c'est déjà ici chez nous, c'est le prélèvement d'ovocytes, la ponction. Normalement, ça se fait sous sédation. C'est une technique assez facile, ça prend 5, 10, 15 minutes. Et la récupération est immédiate. Normalement, les patientes vont rester sur place ici à Barcelone 24 heures et puis déjà peuvent soit rester sur place s'il y a un transfert à faire, soit rentrer à la maison le lendemain. Puis, 5 jours de culture embryonnaire. Pendant ces jours de culture, vous pouvez accéder, vous connecter à la clinique virtuellement pour voir le développement de tous vos embryons. Et parfois, pendant cette étape-là aussi, on peut faire l'étude ou la biopsie embryonnaire si on a décidé de faire un diagnostic préimplantatoire. Après ça, normalement, à J5, on aura déjà la possibilité de faire le transfert de l'embryon et en même temps la congélation s'il y a d'autres embryons qui sont arrivés à blastocyste de bonne qualité, la congélation de tous ces embryons. Et il y a 10 jours d'attente déjà chez vous pour le test de grossesse. En comparaison à l'insémination, bien sûr, le taux de réussite est beaucoup plus élevé avec les ovocytes propres de la patiente. Pour des patientes qui n'arrivent même pas à 35 ans, le taux de réussite par cycle est entre 85 et 90%. Entre 35 et 39 ans, on est autour de 68-70%. Si on le fait avec une banque de sperme, on est à peu près là, 80% par cycle pour des patientes qui n'arrivent à 40 ans, 36% si on dépasse 40 ans. L'âge, bien sûr, est un des facteurs plus importants. L'âge féminin, l'âge de la patiente, l'âge des ovocytes est un des facteurs les plus limitants au moment de évaluer le traitement qu'on doit vous proposer. Bien sûr, l'âge des ovaires ne correspond pas toujours à l'âge biologique de la patiente. Ça veut dire que
l'âge ovarien peut être normalement plus avancé, ou on peut trouver un délai de l'âge ovocytaire en relation à l'âge biologique, mais il faut bien expliquer que spécialement à partir de 35 ans, le taux de naissance se réduit rapidement, le taux de fausse couche augmente dramatiquement, et à 35 ans, il ne reste qu'un 10% de la réserve ovarienne. Pour bien évaluer cette réserve ovarienne et voir si vraiment on est au même âge que l'âge biologique, on doit faire un bilan de réserve ovarienne, normalement en faisant le comptage de follicules, une échographie entre J2 et J5 du cycle, et la détermination hormonale de l'hormone antimullérienne, qui aussi va donner une idée si la réserve ovarienne est bonne, est standard ou est faible. La probabilité mensuelle de grossesse évolutive naturellement, sans des techniques de PMA, on doit calculer qu'à 25 ans, on est au 20% tous les mois. À 35 ans, on n'est qu'au 8% tous les mois. Et à partir de 38 ans, on n'y arrive que sur un 3% tous les mois de façon naturelle. Et ça, c'est dû vraiment aux anormalités chromosomiques qu'on peut trouver sur les ovocytes et sur les embryons. Même si à 35 ans, on sait que le taux d'anormalité de ces ovocytes est du 30%, à partir de 38 ans, on a déjà 70% d'ovocytes anormaux qui vont nous donner en même temps des embryons anormaux. Et ces embryons anormaux vont nous donner que des fausses couches ou des échecs à répétition. C'est ce qu'on voit normalement pour des patientes qui ont fait déjà plusieurs tentatives en France, qui arrivent chez nous et où on a eu 4 FIV, 8 transferts et que des fausses couches. Et on voit bien qu'à partir de 40 ans, ça monte 80-90% d'anormalité. C'est pourquoi à partir de 40 ans, à partir de 44 ans, vraiment le taux de réussite n'arrive même pas aux 5%. Presque tous les embryons qu'on peut avoir seront des embryons anormaux. À partir de ce moment-là, bien sûr, le don d'ovocytes, le don d'ovules est l'autre option qu'on peut trouver pour vraiment vous aider à avoir des embryons qu'on puisse transférer. Bien sûr, on peut le faire soit avec le sperme du partenaire ou le sperme d'un donneur selon s'il y a un problème ou pas sur le côté masculin. Et bien sûr, pour les patientes, même qui n'arrivent pas à 38 ans, mais qui ont une ménopause précoce ou une faible réserve ovarienne avant d'arriver à 38 ans, c'est le traitement idéal. Pour les patientes où il y a des causes génétiques qu'on doit tester et que vraiment on ne veut pas augmenter ce risque sur les embryons, mais parfois c'est aussi l'option de passer au don d'ovules. Quand il y a plusieurs échecs avec des cycles de FIV, avec les ovocytes de la patiente, mais parfois la solution est changer des ovocytes. Et bien sûr, pour des patientes qui ont passé des traitements oncologiques et on a complètement épuisé la réserve ovarienne. Le taux de réussite, vu qu'en Espagne, les donneuses sont entre 18 et 34 ans et ce sont des ovocytes de très bonne qualité, mais vraiment sont très, très élevés, même avec le sperme du partenaire, même avec le sperme de donneur. Vraiment, par cycle, on arrive facilement à 90% de réussite à chaque cycle. Et normalement, on a la possibilité de transférer un embryon de maximum qualité en même temps, en congelé 1, 2, 3, si on a besoin de faire une deuxième, une troisième tentative. On voit bien que selon combien d'ovocytes on peut utiliser, 4, 6, 8, mais le taux de grossesse par transfert et par cycle reste pareil. Vraiment, finalement, ce n'est pas la quantité d'ovocytes, la quantité d'embryons qui nous aide, c'est la qualité de ces embryons et ces ovocytes qui nous aident finalement à réussir à avoir une grossesse qui se développe normalement. Vraiment, la sélection des candidates, c'est une des questions que vous nous posez régulièrement quand on fait un premier rendez-vous sur le don d'ovocytes. Vraiment, chez nous, on n'achète pas d'ovocytes à d'autres cliniques, on n'achète pas d'ovocytes à des banques européennes. Ce sont toujours des ovocytes en frais. Et les donneurs ou les donneuses doivent toujours venir présentiellement ici à la clinique. La partie médicale est assez standard en Espagne, en Europe. Sérologie, cariotype, réserve ovarienne ou spermogramme si c'est un donneur, étude de maladies récessives.
Je pense qu'il n'y a presque pas de différence en Espagne et en Europe selon les tests que les donneurs doivent passer. Probablement, ce qui fait la différence chez nous, c'est la partie qui n'est pas médicale au moment d'évaluer les candidats. Ils doivent venir présentiellement chez nous, ils doivent faire un interview avec un gynéco et on aura du temps à bien évaluer tous les précédents familiales et individuels, s'ils fument et s'ils boivent. Et finalement, on ne va jamais accepter un candidat que je ne voudrais pas pour moi-même. Heureusement, on est juste au milieu de la zone universitaire de Barcelone. Ça nous donne déjà un profil que nous, on aime bien et nos patients ici. Et il faut dire comme détail en Espagne, le don est anonyme pour vous et anonyme pour le donneur. Bien sûr, ce n'est pas anonyme pour le gynéco-traitant. Il n'y a aucune liste d'attente. Le don est altruiste, même s'il y a une compensation financière du point de vue de déplacement, du point de vue des jours de travail perdus et du risque, bien sûr, pour les donneuses qui doivent passer une stimulation, une sédation et une ponction. Et bon, vraiment, c'est le gynéco qui finalement va faire la sélection de chacune des candidates pour ce matching. Ce matching, il y a une partie bien sûr qui est physique, liée au phénotype de chacun des patients. Normalement, on vous demande de nous envoyer une photo de tous les deux du visage et de nous envoyer tous les petits détails, la taille, le poids, la couleur des yeux, la couleur des cheveux, la texture des cheveux, l'origine ethnique, caucasien, africain, asiatique, et même dans chacun des origines ethniques, mais, par exemple, pour l'origine caucasienne, je vous demande normalement si quand vous venez à Barcelone, vous bronzez ou brûlez facilement pour faire la différence entre les patients qui sont plutôt nordiques ou méditerranéens. Il y a 2 ans, on a ajouté un petit test de personnalité, même s'il y a des patients qui disent que la personnalité n'est pas génétique, je suis complètement d'accord, il y a la famille, l'école, l'environnement, le développement de chacun des enfants est différente, mais quand même, il y a des patientes qui aiment bien trouver un profil de donneuse aussi avec un matching avec sa personnalité, plutôt sensible, créative, plutôt calme, énergétique, impulsif. Alors, on aime bien aussi nous approcher au maximum dans le profil de personnalité, même si parfois il y a des patients qui me disent « Alex, je suis hyperactive, s'il vous plaît, essayez de trouver quelqu'un plus calme et on peut le faire sans problème. » Les étapes de la FIV avec don d'ovule, bien sûr, ça dépend pour des patientes qui préfèrent faire un cycle synchronisé avec la donneuse ou d'autres patients qui préfèrent faire un cycle non synchronisé. Pour les patients français de la France continentale, bien sûr, le cycle synchronisé est assez facile à faire. Pour les patients français ou francophones qui ne sont pas en Europe, Réunion, Nouvelle-Calédonie, etc., mais parfois c'est plus facile de faire un cycle non synchronisé et venir qu'au transfert, ce qu'on appelle transfert, sans avoir besoin de faire une synchronisation, vu que parfois le déplacement pour ces patients, c'est un déplacement de 5 heures, 10 heures ou parfois un jour, s'ils viennent de la région du Pacifique. Si on fait un cycle synchronisé, c'est ce qu'on fait normalement pour les patientes françaises ici en Europe, il y a une première étape de synchronisation des règles qui prend normalement 2-3 semaines en faisant la pilule pour toutes les deux. On va déclencher les règles de toutes les deux en même temps. Et après, il y a une étape de 2 semaines où on va faire la stimulation ovarienne sur la donneuse et en même temps un petit traitement d'œstrogène pour préparer l'endomètre pour l'implantation. Pendant toutes ces 2 périodes, vous êtes chez vous. Et normalement, la majorité de patientes françaises préfèrent faire le contrôle de l'endomètre, mesurer l'épaisseur de l'endomètre avec son gynéco-traitant à la maison. Si l'endomètre est prêt, épais, de bonne qualité, on peut déjà planifier la date de la ponction de la donneuse et planifier la date précise du transfert. Si on a congelé un échantillon de sperme ou c'est un sperme de banque, pas besoin de se déplacer. On va faire la ponction, l'ICSI, la culture, le DPI s'y était prévu. Et finalement, pour les patients, il faudra se déplacer aller-retour que le jour du transfert. Alors, c'est vraiment un traitement où on peut bien s'adapter aux dates prévues pour le patient.
Et si finalement, c'est impossible de se déplacer, et malheureusement, cette année du Covid, parfois ça nous arrive, et à J5, on aura toujours la possibilité de congeler tous les embryons qui restent en culture de bonne qualité et reprogrammer le transfert pour le mois d'après. À nouveau, après le transfert, 10 jours plus tard, vous allez faire le test de grossesse chez vous et bon, on croise toujours les doigts pour avoir des bonnes nouvelles. Le dernier traitement, ok. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui a changé sur l'écran. Je ne sais pas parce que j'ai mal configuré. Là, parfait. Du coup, je vois rien. L'autre traitement qu'on peut bien vous expliquer et qu'on a commencé chez nous l'année 2004, on a été la première équipe au monde à offrir ce traitement-là, c'est le traitement d'adoption d'embryons. Ce sont toujours des embryons qui ont été donnés ou abandonnés par notre patient et qui ont été congelés à J5. C'est un traitement qui nous donne la possibilité de donner la vie à des embryons de très bonne qualité qui restent congelés chez nous et où on a un taux de réussite qui n'est pas trop différent du traitement de don d'ovocytes. On est autour de 60% de taux de réussite à chacun des transferts, chacune des tentatives. Il y a aussi, bien sûr, comme on disait, la possibilité de faire une préservation ovocytaire, une vitrification d'ovocytes. C'est un traitement où les étapes se ressemblent énormément à la technique FIV, mais bien sûr, on va arriver qu'à la ponction. Normalement, est indiqué pour des patientes qui veulent préserver leur fertilité parce que ce n'est pas le moment de faire une famille, d'avoir un enfant, et aiment bien préserver ses ovules avant d'arriver à 35 ou 38 ans et vérifier qu'il n'y aura pas de problème avec leur ovocyte si finalement elles décident d'avoir un bébé à partir de 38 ou 40 ans. Bien sûr, avant d'avoir un traitement oncologique de chimiothérapie, radiothérapie qui pourrait abîmer la qualité ou la quantité ovocytaire, ou pour des patientes avec une endométriose qui ont prévu une chirurgie ovarienne, avant de la faire, on peut toujours vitrifier des ovocytes. Et bon, dans tous les patientes où il y a une faible réserve ovarienne, le risque d'une faible réserve ovarienne, et pour l'instant, ce n'est pas le moment de planifier. Normalement, si vendredi, ça dépend de l'endomètre. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a le micro ouvert. Si on peut... Le 18. Mais on n'est pas sûr. Si vous pouvez arrêter les micros, parce que je vous entends. Parfait. Finalement, comme on vous disait ici à Barcelone, bien sûr, on veut bien, on accepte bien tous les différents modèles de famille, monoparentale, biparentale, et bien sûr, pour tous les différents diversités de familles sexuelles, on peut bien arriver à trouver la solution pour finalement vous offrir la possibilité d'avoir un bébé à la famille dans le modèle de famille que vous avez décidé. Spécialement, c'est intéressant de vous expliquer comme différente la méthode ROPA. La méthode ROPA nous donne la possibilité de partager le projet de grossesse pour des couples de femmes. D'un côté, il y aura une des patientes qui va donner les ovocytes et l'autre qui va porter la grossesse. Ça doit le faire toujours à travers d'un processus FIV et don de sperme. Mais c'est une façon de, déjà dans la première tentative, dans la première grossesse, partager tous les deux, participer activement au projet de famille, l'une en donnant toute la partie génétique et l'autre en portant la grossesse. Il y a une restriction pour éviter un don d'ovules non anonyme que les patientes, pour faire le traitement en Espagne, doivent être mariées. Le taux de réussite, c'est comme si c'était un don d'ovocytes. Alors vraiment, c'est un taux de réussite très élevé, autour du 85%. Bien sûr, on a parlé normalement que de tout ce qu'on fait sur les patientes, mais c'est important de bien évaluer le facteur masculin. Et bien sûr, normalement, il y a
la moitié des problèmes qui viennent aussi du côté masculin, soit que le facteur masculin ou des facteurs mixtes. Et c'est pourquoi c'est très important d'avoir un service d'andrologie à la clinique. Parfois, on a des patientes qui ont eu plusieurs échecs, qui viennent en Espagne pour faire un don d'ovocytes. Pendant cette étape de diagnostic de votre dossier médical, parfois, on voit que le traitement qu'on doit vous offrir, ce n'est pas un don d'ovocytes. Parfois, c'est continuer avec vos ovocytes et passer à un don de sperme parce que le problème, finalement, on le trouve sur le côté masculin. Il y a d'autres techniques spécifiques ici chez nous. Comme on vous disait, la culture à blastocyste à J5 chez nous est le standard depuis 2014. C'est exceptionnel qu'on puisse faire un transfert à J3 et ça nous donne vraiment la possibilité de savoir qu'on est en train de transférer un embryon qui a toutes les possibilités de faire une implantation. La culture dans l'embryoscope vraiment nous donne des conditions idéales pour aider aux embryons à arriver à J5 en bonne qualité. En même temps, on vous donne la possibilité aussi de vous connecter virtuellement au lab, voir le développement de vos embryons. Et parfois, on a des patients qui partagent ce lien de connexion avec son médecin traitant ou son médecin biologiste traitant à la maison pour vérifier, être tranquille que vraiment on est en train de transférer et de congeler que des embryons de maximum qualité. C'est une mesure de transparence. C'est évident qu'on ne va jamais congeler, transférer des embryons qui n'ont aucune possibilité. Finalement, le DPI, que malheureusement en France, on peut le faire que pour des patients qui ont un problème chromosomique. En Espagne, le diagnostic préimplantatoire est possible électivement, est possible pour des patients qui ont eu des échecs à répétition et nous donne la possibilité de transférer un embryon qui a 46 chromosomes et on sait bien qu'il n'y aura pas de problème d'échec à répétition ou fausse couche à répétition qui viennent du côté embryonnaire. Alors, le PGT, le DPI, spécialement, c'est pour des patients qui ont une maladie génétique. Ça, bien sûr, on peut le faire en France, mais malheureusement, la liste d'attente parfois dépasse 18 mois. Des problèmes avec un karyotype anormal, un problème chromosomique, ça, on peut le faire aussi chez vous, mais à nouveau, la liste d'attente est assez importante. Et ce qu'on ne peut pas faire chez vous, pour des patientes qui ont eu des échecs à répétition, de fausses couches à répétition, mais qu'on n'est pas dans l'un de ces problèmes-là, malheureusement chez vous, c'est interdit, on ne peut pas le faire. Ou pour des patients où on trouve un problème chromosomique au niveau des ovocytes à partir de 38 ans, où il y a un problème masculin chromosomique au niveau des spermatozoïdes, mais la loi française ne vous donne pas la possibilité de faire le DPI. Ce DPI, parfois, nous donne la possibilité de tester les embryons à J3 et faire un transfert en frais à J5, ou pour certains patients, de faire la biopsie à J5 et faire le transfert après 2 semaines. Ce qu'on disait vraiment, bon, ça ce sont, je pense, des données de 2018. Là, on est déjà à 97% de transfert à blastocyste et un seul blastocyste dans chacune des tentatives. Ça nous aide énormément à réduire le taux de jumeaux. Ça nous aide en même temps à optimiser les embryons qu'on a pour chacun des patients et vous donner la possibilité d'avoir plusieurs tentatives si malheureusement il y a un échec sur le premier transfert. L'embryon mobile, comme je vous ai expliqué, vous pouvez vous connecter à la maison, voir les embryons, même si vous n'êtes pas des biologistes, ça nous aide du point de vue émotionnel à rester attaché au traitement, être prête pour l'accueil. Et parfois, j'ai des patientes qui arrivent le jour du transfert et qui me disent « Alex, j'aime bien le numéro 2, je pense que c'est l'embryon idéal. » Et normalement, c'est juste l'embryon qu'on pense que est de bonne qualité qu'on peut transférer. Comme je vous disais, parfois, il y a des patientes qui partagent ce lien de connexion avec son biologiste traitant à la maison. Et on a un petit vidéo. Je peux cliquer ici pour le vidéo. Je pense que c'est une petite introduction à la clinique, voir si je peux cliquer. Al bonjour. Sí. Voilà. ¿Cuándo empieza la vida? ¿En qué momento exacto empieza la vida de un ser humano?
Pues yo creo que la vida empieza cuando una mujer sola, un hombre solo o una pareja que se ama sienten el deseo de tener un hijo. Esta clínica, ¿cómo la hemos hecho? Es como si haces la lista de bodas 20 años después de casada. Sabes muchísimo más lo que quieres, lo que vas a utilizar, lo que realmente importa. Y la hemos hecho así, pensando en el paraíso del embrión. La música para mí es una de mis pasiones. Las notas musicales se escapan del pentagrama y se marchan a buscar la vida al laboratorio. Hemos inventado un sistema en el cual los pacientes o sus médicos referidores pueden estar viendo los embriones y además saben que el embrión que hemos transferido es un embrión precioso y que los que hemos congelado también. Los embriones no duermen igual en un hotel de una estrella que en uno de 5. Las instalaciones de laboratorio y el control de sus condiciones ambientales son importantísimas. Requiere un gran esfuerzo en recursos humanos y económicos, pero es una garantía de calidad. Si estás seguro de que haces bien tu trabajo, puedes ser transparente. Los buenos restaurantes enseñan sus cocinas. Bueno, está demostrado que una mayor excitación sexual mejora la calidad del semen. Además de que es mucho más agradable para el varón el tener un entorno, digamos, más sugerente. Esto pues nos ha animado a hacer el Erotic Personal System. Quiere decir que aquí hay un buffet de todo tipo de cosas que les puedan gustar para tener una mayor erección. Desde las revistas hasta las pantallas de televisión clásicas, pero también tenemos otras cosas, como por ejemplo las gafas de realidad virtual, vaginas artificiales, incluso en algunos casos especiales, pues unos masturbadores que se conectan y cuando la actriz de la película pues actúa, el consolador le hace lo mismo al varón. Este es el bosque de los embriones. Queremos dejar un mundo mejor para los niños que ayudamos a nacer y por eso cada vez que nace un niño plantamos un árbol con su nombre en nuestro bosque de los embriones. En Tarragona, donde estamos reforestando, cada niño tiene su árbol con su geolocalización y además es una zona protegida para que nunca talen ese árbol. Muchas mujeres que dicen, yo no sé si quiero una donante de óvulos. Y yo les digo, bueno, hay muchas mujeres que no quieren un hijo de cualquier forma. Pero como empieces el proceso, no cuando nazca, sino el primer día que oiga su corazón, latiendo dentro de ti, ¿de quién va a ser? Tú le das la vida.